Bienvenue à tous dans Économie le Max sur i24 News. Voici les titres de ce nouveau numéro. Un enfant sur 3 n'y mange pas à sa faim. Le chiffre ne concerne pas un pays africain ou asiatique, mais bien la ville de Washington. Les Américains sont de plus en plus nombreux à fréquenter les centres d'aide alimentaire et les récentes décisions du Congrès pourraient bien aggraver cette tendance. Reportage et détails dans un instant. Et puis toujours aux États-Unis, cette fois aux antipodes de cette détresse, le Black Friday marquera en cette fin de semaine le coup d'envoi des achats de fin d'année, une prise d'assaut en règle des grands magasins. Nous verrons qu'il existe des opposants à cette coutume. Ils entendent faire de ce vendredi une journée sans achat. Rendez-vous en seconde partie d'édition. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous et comme chaque jour, un tour d'horizon complet de l'actualité économique avec d'abord ce nouveau scandale potentiel qui touche le secteur banquier britannique. La Royal Bank of Scotland, la RBS, est accusée d'avoir poussé des PME en bonne santé financière à la faillite. Elles étaient ensuite rachetées au plus bas prix par la RBS. Selon le ministère du Commerce, le procédé était particulièrement élaboré. Ces PME étaient convoquées au service restructuration pour des motifs abusifs. Elles étaient ensuite soumises à des amendes exorbitantes pour les obliger à brader leurs actifs. Une enquête vient d'être ouverte par le gouvernement qui détient plus de 80% de l'établissement. Mark Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, dénonce une violation fondamentale de l'intégrité de la relation bancaire. RBS est déjà visé, on le rappelle, par l'enquête sur de possibles manipulations du marché d'échange. Au Canada, l'endettement des ménages n'a jamais été aussi élevé. C'est le FMI qui a donné l'alerte. Et la situation ne devrait pas s'inverser dans l'immédiat puisque les taux d'intérêt restent à un niveau historiquement bas, 1% pour le taux directeur depuis 3 ans maintenant. L'inflation limitée 0,7%, taux annuel au mois d'octobre, plaide aussi pour le statu quo, tout comme la croissance prévue par le FMI à 2,25% tout de même pour l'an prochain, grâce notamment à la croissance américaine qui devrait stimuler les exportations canadiennes. Un mot des marchés financiers. À la veille d'un jour férié en raison du Thanksgiving, Wall Street a atteint hier de nouveaux records, plus 0,15% pour le Dow Jones à 16 097 points, plus 0,67 pour le Nasdaq, 4 044 points. Les investisseurs restent persuadés du maintien de la politique monétaire ultra accommodante de la Fed. Des sommets à New York, à Tokyo également. L'indice Nikkei a clôturé ce jeudi sur un bond de 1,8%. Il atteint son plus haut niveau depuis près de 6 ans à 15 727 points. Un écho à l'euphorie de Wall Street, l'effet aussi des cours du yen très favorables aux grands groupes nippons. L'Europe, François Hollande et Mariano Rajoy étaient réunis hier à Madrid. Le président français et le Premier ministre espagnol ont présenté un front commun sur la croissance et l'emploi. En prélude au sommet européen du mois prochain, les deux dirigeants ont également confirmé leur soutien au projet d'union bancaire en Europe. Autre annonce, la mise en circulation le 15 décembre du premier train à grande vitesse reliant Paris à Barcelone en 6h20. Paris comme Madrid, deuxième et quatrième économie de la zone euro, peinent à relancer leur croissance. Malgré une timide sortie de récession, l'Espagne affiche toujours un taux de chômage record, 26%. Il y a un an, nous étions déjà réunis, octobre 2012. Quelle était la situation? On se posait la question de l'avenir de la zone euro, de savoir si elle n'allait pas éclater. Nous nous posions la question, vous posiez la question de ce qu'allait être la situation de l'Espagne, de son système bancaire. Un an après, nous sommes sortis de cette phase-là. En revanche, nous avons besoin de remettre de la croissance dans nos économies. Et les dirigeants français et espagnols qui ont aussi salué l'accord de coalition en Allemagne, un facteur de stabilité selon eux. L'euro d'ailleurs a accueilli la nouvelle en atteignant son plus haut face au dollar depuis un mois, plus haut aussi face au yen depuis 4 ans. Voilà, et puis sachez que le Sénat en France, sans surprise, a rejeté hier en première lecture le budget 2014. Les communistes ont voté contre, les écologistes se sont abstenus. C'est la première partie du projet de loi de finances qui n'a pas été adoptée. Elle concerne les recettes. Selon le ministre du budget Bernard Cazeneuve, les votes des amendements au Sénat vont revoir à la hausse de l'ordre de 10 milliards le déficit budgétaire, ce qui est contraire à l'objectif du gouvernement. Le gouvernement qui souhaite désormais une seconde délibération qui permettra, dit-il, de rétablir la cohérence du texte.
Allez, on passe à notre premier dossier. Aux États-Unis, les dirigeants des banques alimentaires sont unanimes. La fréquentation de ces centres d'aide ne cesse de s'amplifier. Au début du mois, le Congrès a rejeté le maintien d'une augmentation du SNAP, un programme d'aide alimentaire. C'est une économie de 5 milliards de dollars par an pour l'État fédéral. Mais pour les 48 millions d'Américains qui bénéficient de ce programme, eh bien, c'est une perte de 14% de cette assistance. Comment s'en sortir avec un budget d'alimentation en baisse constante? Les groupements caritatifs sont à pied d'œuvre. On voit tout cela avec ce reportage à Washington. C'est la première fois que Leonard Edwards vient chercher son repas de Thanksgiving à Bread and the City, une association alimentaire de Washington. Car cette année, cet ancien marine n'a pas les moyens de s'acheter une dinde. Début novembre, le Congrès a réduit de 13% les subventions du programme d'aide alimentaire américain, le SNAP. Et pour Léonard, les fins de mois sont difficiles. Habituellement, c'est surtout les 3 derniers jours du mois où je me dis « qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Mais avec ces $20 en moins, pour moi $20 c'est une semaine entière de repas, une semaine de nourriture qui disparaît. La banque alimentaire Capital Area, 11 000 m², est la plus importante de la région. Elle distribue chaque année environ 38 millions de repas. Ses dirigeants disent constater une forte augmentation des demandes en raison d'une perte d'emploi ou du coût élevé du logement. Capital Area a donc dû augmenter son stock. Nous l'avons augmenté pour 2 raisons. À cause des vacances, nous savons que plus de personnes vont demander de la nourriture aux banques alimentaires et à cause des réductions budgétaires et de l'incertitude. On veut se préparer au pire et donc on a plus de nourriture en stock à distribuer. Et si les États-Unis ne sont aujourd'hui plus en récession, presque 2 fois plus d'Américains ont recours aux aides alimentaires par rapport à 2007. Résultat, le Congrès envisage de voter de nouvelles coupes budgétaires, aux grandes dames des associations. Il y a plus de 50 millions d'Américains qui peuvent bénéficier de ce programme et qui en ont besoin pour vivre. Donc nous devons financer le programme au plus haut niveau. L'association Bread and the City affirme que la demande dépasse déjà l'offre. À Washington, un enfant sur 3 ne mangerait pas toujours à sa faim. Et pour ceux qui dépendent des aides alimentaires cette année, un souhait simple, celui de pouvoir, l'année prochaine, s'offrir leur propre repas. Et on l'a vu, un Américain sur 7 bénéficie de ce programme d'aide, le SNAP. 15% des Américains vivraient sous le seuil de pauvreté. Alors ce SNAP est-il menacé aujourd'hui par l'austérité budgétaire? Nous rejoignons en liaison depuis Paris Christine Rifflard, professeure d'économie à Sciences Po Paris, spécialiste de l'économie américaine. Vous travaillez aussi pour l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors les coupes budgétaires, on en voit partout en Europe, en Amérique. Pour les États-Unis, est-ce que ce sont les programmes d'assistance sociale qui sont en première ligne? Alors, les programmes d'assistance, les programmes sociaux ont été préservés partiellement des coupes qui avaient été décidées en 2011 dans la loi de 2011. Les principaux programmes de santé. Par contre, les programmes aux personnes les plus démunies, aux chômeurs, aux enfants de familles les plus modestes, ceux-là ne sont pas exemptés de ces coupes drastiques. Et c'est justement c'est ceux-là qui sont en train de faire débat. Par exemple, autant les allocations chômage sont préservées des coupes, autant l'extension des allocations chômage, puisque les allocations chômage aux États-Unis sont assez courtes, sont sur 26 semaines, les programmes d'extension arrivent à terme et ne seront pas forcément reconduits. Les allocations au logement, les aides au logement pour les ménages les plus pauvres, pareil, ne seront pas forcément peuvent subir des coupes. Le programme SNAP, par exemple, qui logiquement n'est pas concerné par les coupes, est en train d'être éventuellement visé par ces coupes. Donc on voit que la situation budgétaire actuelle et les tensions qui existent au Congrès font que des programmes sociaux et qui concernent effectivement 40 millions d'individus, enfin une grande partie de la population,
pourraient être pâtir de ces découpes. On voit donc beaucoup de menaces autour des programmes sociaux. Alors l'Obamacare reste au cœur du débat, on l'a vu en octobre avec le shutdown. A-t-il, selon vous, un réel avenir au vu de la conjoncture actuelle? Il peut survivre à Barack Obama, selon vous? Alors je pense que l'Obamacare devrait être amendé. D'abord, il a déjà été légèrement. Il y a des économies, donc notamment en matière de vérification des informations qui sont données par les familles éligibles au programme. L'esprit de la loi devra rester, parce que je pense que de toute façon, Obama, s'il doit laisser une chose dans son mandat, ça sera l'Obamacare. Et il devra, ça devrait rester. En plus, le programme même s'il est très cher et même s'il y a une dérive à terme des dépenses de santé, il y a des économies à faire et je ne pense pas que le programme soit menacé. Alors, la situation économique actuelle des États-Unis, selon vous, elle exige ces coupes? On sait que la Fed n'est pas vraiment optimiste concernant la croissance ou l'inflation. Ces coupes sont-elles justifiées, selon vous, aujourd'hui? Alors, ce qu'Obama essaye de négocier, c'est pas le niveau. Enfin, si, parce que là, dans le budget qu'il a présenté pour 2014, il essaye de faire en sorte que l'ajustement soit moins violent que ce qu'imposent les coupes, et de reporter le durcissement en 2015-2016. Donc, il essaye de différer parce qu'on est effectivement dans une situation où la croissance économique reste extrêmement fragile, que le marché du travail est très dégradé et que même s'il y a une baisse du taux de chômage, il n'empêche qu'il y a beaucoup de chômage de long terme et une grosse partie de cette baisse du taux de chômage qui s'explique par le fait que les gens se retirent de la population active. Donc ça signifie pas nécessairement une solidification du marché du travail. Alors on l'aura compris, beaucoup de travail encore pour confirmer cette reprise. Merci Christine Rifflard d'avoir répondu à nos questions. Allez, on poursuit notre examen de cette économie américaine. L'autre face à présent, celle de l'ultra-consommation. Demain, vendredi, au lendemain du Thanksgiving, ils seront ainsi des millions à se ruer corps et âme vers les grands magasins. Le Black Friday marque le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année. Et c'est justement pour contenir cette frénésie qu'est née, il y a une vingtaine d'années, la journée sans achat. Un objectif ambitieux puisqu'elle a lieu le jour même de cette prise d'assaut des commerces. Un nouvel ennemi est apparu ces dernières années, le commerce en ligne. Le point avec Johanna Citruc. Aux États-Unis, le Black Friday approche à grands pas. Le rendez-vous est fixé au vendredi 29 novembre. Au lendemain de Thanksgiving, cette journée marque le coup d'envoi de la période des achats de fin d'année. À cette occasion, les grands magasins cassent leurs prix et les consommateurs s'y pressent pour dénicher les bonnes affaires. Pour les enseignes, il s'agit d'une journée cruciale. L'année dernière, près de 60 milliards de dollars ont été dépensés pendant ce vendredi noir. Vendredi noir, c'est la journée de shopping la plus importante de l'année. C'est quelque chose que tous les magasins du pays anticipent. C'est le premier jour des courses de Noël. Au final, on fait entre la moitié et les 3/4 de notre chiffre d'affaires de l'année dans les 5 dernières semaines avant Noël. Mais qui dit achat massif dit bien souvent gaspillage. Et c'est pour lutter contre ce phénomène qu'en 1992 est née la journée sans achat. Un contre-pied assumé au Black Friday, un boycott de la consommation à outrance, mais aussi une façon de lutter contre la violence des consommateurs qui se ruent dans les grandes enseignes. Depuis 2006, ces achats frénétiques du vendredi noir ont provoqué 4 décès et 63 blessés. Au moment où ils ont commencé à tout déballer, tout est parti en vrille. Les gens se sont précipités. Au milieu, une femme s'est mise à asperger les autres avec sa bombe lacrymo. Les gens marchaient les uns sur les autres, ils se poussaient. J'ai vu 2 femmes qui ont commencé à se battre. Mais les résistants du shopping n'ont pas terminé de se battre. Depuis quelque temps, ils doivent aussi faire face aux achats en ligne, en hausse de 21% l'an dernier. Et cette année, nouvelle difficulté, certains magasins ont décidé d'anticiper et d'ouvrir leurs portes dès le jeudi soir. Ce sera difficile de lutter contre les achats en ligne, peut-être bientôt aussi contre la monnaie en ligne. C'est l'heure du Media Watch. Et on en parle dans la presse de cette monnaie virtuelle, le fameux Bitcoin, dont la valeur n'en finit plus de battre des records. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour. Alors hier, on a franchi le seuil des $1000.
Oui, c'est une information du Wall Street Journal. La monnaie virtuelle lancée en 2008 a atteint un nouveau record. Après avoir franchi la barre des $800 il y a une dizaine de jours, le Bitcoin a cette fois dépassé le seuil des $1000 hier à 17h40 heure de Paris. Il valait très exactement $1073. Une ascension donc fulgurante puisque en un mois, la valeur de la monnaie électronique a été multipliée par 5. Alors le Bitcoin a le vent en poupe, peut-il concurrencer la monnaie papier ? Alors à court terme, ça paraît compliqué puisque un des éléments essentiels pour échanger en Bitcoin, c'est Internet. Et vous imaginez que l'accès à Internet n'est pas le même partout dans le monde. Dans certaines régions, moins de 1% de la population est connectée. Par ailleurs, le Bitcoin échappe à toute régulation, à tout contrôle. C'est le premier réseau de paiement qui fonctionne uniquement grâce à ses utilisateurs, sans autorité centrale, sans intermédiaire. Et ça inquiète les gouvernements puisque ça peut, le Bitcoin peut être facilement utilisé pour financer des activités illégales ou blanchir de l'argent sale. Alors Dubaï a été désigné hier pour accueillir l'exposition universelle 2020, une bonne nouvelle pour l'économie des Émirats. Oui, et d'après la Bank of America Merrill Lynch, l'organisation de cette exposition pourrait rapporter à la ville jusqu'à 23 milliards de dollars. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Johanna et à très bientôt. À demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient dès demain sur i24 News. Restez avec nous, l'info continue.